Maintenant, je vais passer la main à Thierry et je vais te laisser présenter de la vision à l'exécution. Merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour. Un vrai plaisir d'être avec vous. Merci François de me donner cette chance de partager l'expérience qu'on vit en ce moment avec BMS UPSA. Et pour déjà vous donner un peu l'ambiance, je vous propose c'est déjà de regarder un film qui vous présente l'usine. Et après, je partagerai avec vous de la vision à l'exécution. Donc, comme le montrait le film, UPSA, c'est né en 1935, 83 ans, et c'est né dans le Lot-et-Garonne, à Agen. Donc, c'est vraiment un savoir-faire français. Et ce qui est vraiment important, c'est de voir toute l'évolution qu'il y a. Quand vous avez une société comme UPSA, qui est passée pendant 80 ans dans toutes les transformations, et qu'on arrive en 2018, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, c'est quand même une histoire d'innovation, de créativité, de transformation. Il y a beaucoup de process qui ont été mis en place. Quand on parle de 15 boîtes par seconde, il est important maintenant de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire dans les 5-10 prochaines années, de façon à ce que ce site en France soit toujours présent, et soit toujours attractif, et soit toujours compétitif. On va broder sur les plans. Donc, en quelques mots, juste pour vous dire, le site d'UPSA à Agen, c'est 1300 personnes. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est beaucoup de compétences. C'est en moyenne 14 ans d'expérience. 50% de la population vient de la région. C'est 49 centres de production, entre fabrication et conditionnement. C'est 60 pays dans lesquels on exporte. C'est 330 millions de boîtes faites l'année dernière. Donc, vous êtes sur du 15 boîtes secondes. Et on a un centre de développement. Donc, on touche vraiment, quand on parle de ligne, par exemple, on touche toute la chaîne depuis les achats jusqu'à la distribution. Donc c'est vraiment le bout en bout, et je reviendrai tout à l'heure parce que c'est critique. Le lean, c'est le flux, c'est la gestion du flux, c'est la vitesse du flux, c'est la qualité du flux. Donc le défi qu'on a aujourd'hui, c'est se dire, voilà, notre environnement change encore plus, tout comme vos sociétés. La première question, c'est la réglementation. La réglementation bouge énormément, que ce soit en France ou à l'étranger, sur les médicaments, vous en entendez parler régulièrement. Le deuxième élément, c'est qu'on a des concurrents, des compétiteurs qui sont très bons aussi. Donc ça pousse à l'excellence, c'est très motivant. Il y a des très belles boîtes aujourd'hui qui aussi ont des belles performances. Donc comment on arrive à se positionner? Le troisième défi, c'est l'attractivité. On parle beaucoup de la France, ouais, c'est difficile. Non, la France, c'est pas difficile si on s'y prend du bon côté. J'ai la chance d'avoir travaillé dans pas mal de sociétés, que ce soit l'aéronautique, le médical, l'oil and gas et la pharma. J'ai piloté des sites en France, on peut faire l'excellence opérationnelle en France, on peut être compétitif en France et rayonner à l'international. Je pense qu'il y en a plein dans la salle aussi qui le montrent. Et je pense que ça, il faut en être fier. Et il faut se battre pour ça et on a les compétences pour ça. Le point qui est important aussi, c'est que les marchés évoluent beaucoup. On parle de médicaments remboursés, non remboursés. Dans tous les pays, il y a tout un environnement qui change. Donc comment on peut répondre à ces défis? Et les trois points qu'on a à lever, c'est essentiellement de l'agilité. Ça, c'est un mot que vous connaissez aussi, on en parle partout, c'est le mot à la mode, mais c'est la réalité. Comment on répond mieux aux besoins du client et des marchés? L'agilité. Le deuxième élément, c'est la fiabilité. On est en industrie pharmaceutique. Agilité, ça allait vite, mais c'est faire bien quand même. On ne peut pas prendre des raccourcis. On ne peut pas tirer des traits sur des contrôles, etc., pour aller plus vite. Donc, agilité et fiabilité, c'est vraiment les deux défis importants. Et puis une efficacité industrielle. Et donc, la réponse qu'on a pour ça, c'est trois axes. Un, c'est l'excellence opérationnelle. Je vais revenir là-dessus en détail. Deuxième axe, c'est de l'innovation. Alors, ce n'est pas de l'innovation disruptive. Ce n'est pas le nouveau médicament waouh qu'on n'a jamais connu. C'est l'innovation continue. Et vous verrez aussi comment on l'approche sur un site de 1300 personnes. C'est une belle expérience humaine. Et le troisième élément, c'est tout ce qui est la qualité de vie au travail. Et j'insiste, la qualité de vie au travail, c'est vraiment au service de la performance. On est en industrie, donc il ne faut pas se tromper de débat non plus. On fait vraiment la qualité de vie au travail pour donner les moyens aux collaborateurs de bien faire leur travail. Si ça rayonne sur leur vie perso en dehors, bravo, tant mieux. Mais il ne faut pas inverser. Donc on se donne un environnement, et je pense que cette salle peut le donner, c'est comment on crée un environnement qui aide à l'innovation, à la créativité, comment on donne les ressources, etc. Ça, c'est la qualité de vie au travail qu'on travaille avec l'équipe. Ce sont ces trois axes-là. Donc ce que je vous propose, c'est d'insister sur 4 points. Je pourrais vous en présenter plusieurs. On est vraiment en expérimentation, hein. On est loin d'être arrivé encore, mais il y a 4 axes importants, si on peut passer à la planche d'après, merci. Premier élément, je vais vous parler de l'alignement. Quand on parle de la vision à l'exécution et que vous voulez engager 1300 personnes, il faut qu'il y ait quand même une histoire à raconter.
une histoire qui engage, une histoire qui motive, qui explique. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord, mais il y a du concret, le fait. Pourquoi on fait ça? Le lean, il faut quand même un but qui est le client, le marché. On fait ça pourquoi? On est là pourquoi? Donner du sens. Deuxième axe que je vais travailler un peu plus, c'est tout ce qui est la vue d'ensemble, bout en bout. Le wall-to-wall en anglais, on peut utiliser plein de mots. C'est depuis, je dirais, du client en remontant jusqu'aux achats, par exemple. Troisième élément, c'est comment on engage les collaborateurs dans l'action. On va parler de visual management, on va parler de matinal. Et quatrième axe, c'est la culture de l'innovation autour de la croissance et autour de l'amélioration continue. Donc le premier élément sur lequel je vais insister, c'est le plan de route. Le plan de route, quand vous avez un site comme le nôtre, qui a quand même une belle histoire, sur lequel on a tendance à toujours regarder ce qu'on faisait de bien avant, comment on projette les collaborateurs sur le futur? Donc il faut une vision. Alors pas une vision super stratosphérique, une vision plutôt terrain qui dit mais on est là pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire dans les 5 ans? Une fois qu'on a ça, on va le décliner en axe stratégique. Donc l'outil qu'on utilise, je pense que vous le connaissez, c'est Oshin Connery, c'est le A3, pour ceux qui connaissent, c'est une déclinaison depuis la vision jusqu'aux objectifs de l'année. On l'a fait, et c'est quelque chose qu'on fait avec les équipes depuis mon staff jusqu'aux opérateurs pour faire vraiment dans les deux sens, pour s'assurer qu'il y a une compréhension. Donc vous avez la vision, vous avez la stratégie. Une fois qu'on a les axes stratégiques, vous avez les objectifs définis. On en prend une dizaine maximum, parce qu'on peut, sur des sites comme le nôtre, on peut avoir des scorecards de 30, 40, 50 lignes. On peut se faire plaisir. On peut mesurer tout le temps. La question, c'est on fait ça pourquoi? Et l'autre point important, c'est quels sont les projets qui viennent supporter ces stratégies. Donc on le fait, et tous les ans, on le revisite. Et ça a donné lieu, donc on a 5 axes stratégiques, on a 10 objectifs clés, et on travaille par famille de projets. Comme on est un peu joueur, on a fait les 7 familles, histoire de dire, voilà, on a 7 familles pour se focaliser, une famille innovation, une famille sustainabilité réglementaire, etc. Et ensuite, ça couvre une centaine de projets. Sur un site comme de 1300 personnes avec autant d'activités, on fait du développement, de la logistique et autres, on a une centaine de projets qu'on pilote. Et à côté de ça, on le pilote au travers de 6 gouvernances. Et la gouvernance, elle se fait à la semaine, au mois, au trimestre, voire à l'année quand on révisite. Donc il y a vraiment un flux de données montée et descendante qui permet vraiment de se caler. Et parfois, on décide d'arrêter. Le pouvoir de dire non quand ça ne va pas dans le bon sens est important. S'entêter, ce qu'on appelle le point de pivot. Et arriver à un moment donné, on dit, mais attendez, là, on est en train de perdre du temps. Oui, mais on a commencé. Oui, mais c'est pas bon, on arrête, on fait autre chose. Savoir dire non, c'est un point aussi important. Ça, c'est le premier point. Donc, plan de route, un outil intéressant qu'on fait en collaboratif, ça c'est important. On parlait du lean tout à l'heure. Le lean évolue de plus en plus vers le collaboratif, l'homme qui drive le lean. Et donc, c'est important que tout le monde puisse participer et donner un regard sur ce qu'on fait pour mieux l'acheter. Deuxième élément, la page suivante, c'est la vue d'ensemble. Donc, encore une fois, sur un site comme le nôtre, le danger, c'est de toucher à tout en même temps, de sauter sur tout, mais d'oublier la vue d'ensemble. On parle de ligne, donc du client retour au marché. Le point, c'est vraiment comment on s'assure qu'on va focaliser les ressources et les efforts là on en a besoin en priorité. Et je vous rappelle, le lean, on peut l'imaginer différemment. Il y a vraiment 2 éléments, c'est la notion de flux. Mais j'ai eu la chance de visiter Toyota au Japon et d'être formé au lean au Japon aussi. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette notion de ne pas créer les défauts, ne pas les passer et ne pas les accepter. C'est vraiment la notion de qualité du flux. Donc, quand on regarde les 3, on pourrait décliner, je suis sûr, encore une fois, il y a des tonnes d'outils, vous en connaissez sûrement plus que moi là-dessus. Le point, c'est déjà ne pas créer. Ne pas créer pour un site comme le nôtre, c'est travailler sur les standard work, sur standardiser l'activité, pas pour rendre le travail bête, mais pour s'assurer que quel que soit l'opérateur, quelle que soit la journée, quelle que soit la période de l'année, on fasse toujours la même chose avec le même résultat. Et ça, c'est important. Le standard, ce n'est pas pour rendre les gens abrutis. C'est s'assurer qu'on suit le séquencement qui garantit la qualité et le résultat attendu. Le deuxième élément important dans ne pas créer, c'est tout ce qui est robustesse. Donc nous, on travaille sur plusieurs robustesses. C'est l'étoile.robustesse, c'est-à-dire en gros, vous avez le produit, quand on fait les mélanges de nos différents ingrédients, être sûr qu'à chaque fois qu'on mélange, on a le même produit. Pour ceux qui aiment faire la cuisine, on n'a pas toujours les mêmes résultats, parfois. Donc voilà, ça c'est la robustesse du produit. Le deuxième, c'est la robustesse des processus. Donc on verra comment on le fait en termes de monitoring. Le troisième élément, c'est robustesse des équipements.
s'assurer que la fiabilité de nos équipements assure la performance attendue. Et puis derrière, il y a la robustesse des hommes au travers de la formation, de l'encadrement et de l'animation de la performance. Le deuxième élément, ne pas passer, c'est dire à quel moment je rends mon défaut visible. Quand on parle de 5S et autres, c'est rendre les défauts visibles. Si on les voit, on peut les traiter. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas traiter. Donc là, on utilise beaucoup de données. Et le danger, c'est d'utiliser trop de données. Et trop de données tue la donnée. Donc l'idée, c'est comment on arrive sur des sites comme les nôtres à monitorer toutes les données. On fait plus de 60 contrôles qualité par produit. Tous nos équipements sont monitorés en termes de performance. Donc on travaille de plus en plus sur le data clouding, mais on fait aussi ce qu'on appelle du trending. Donc on a des paramètres clés, on fait les évolutions. Ça ressemble un peu aux cartes de contrôle dans l'automobile, pour ceux qui connaissent aussi. Et en fin de compte, en fonction de ça, on anticipe une défaillance, une dégradation de performance, et on réagit avant. Donc là, c'est vraiment sur le visuel de la performance, sur les indicateurs, et des choses qui nous disent « attention, danger, vous êtes en train de dévier de la performance attendue ». Et le troisième élément, ne pas accepter, c'est une fois on a des défauts. On en a tous les jours, nous. Tant mieux, on les détecte, parce que le but, c'est de les détecter dans l'usine. Pas chez les clients, pas chez les patients. Donc, notre but, c'est les défauts doivent rester à la maison. Et une fois qu'on les a, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a des défauts, on arrive à les détecter, on reste comme ça. Et maintenant, l'idée, c'est comment on les tue à la source. Donc, c'est tout ce qui est ne pas accepter, qui est sur le côté, les RCA, les projets DMEC, si vous voulez faire du DMEC. Ça peut être du fast response, c'est-à-dire vous mettez une équipe de personnes compétentes qui essayent de trouver la cause. Ça peut être de la reconception de produits, de la reconception d'équipements. Bref, tous les éléments d'engineering qui vous permettent d'aller tuer le problème à la source. Et là, vous bouclez la boucle. Et c'est important. Donc voilà le côté, la vue d'ensemble vous permet vraiment de regarder à quel endroit se focaliser. Troisième élément important que je voudrais partager avec vous, c'est maintenant comment on engage les équipes. Vous imaginez, donc en gros, vous avez 600 personnes sur les lignes de production, et il faut animer. Vous avez 49 centres de production. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle les tiering process. C'est quoi? C'est ni plus ni moins que tous les matins, ou à chaque équipe, vous avez le tier 1, qu'on ne voit pas là, mais vous imaginez, ça fait partie. Le tier 1, c'est tous les matins, sur la ligne, les opérateurs se réunissent, il y a un visuel qui est assez simple. On travaille sur 5 indicateurs clés, la sécurité, la qualité, la performance de la ligne, l'aspect financier et l'humain. Et on déroule. Il y a un standard work là-dessus, vous déroulez, c'est un quart d'heure, debout, et on anime. Ce résultat, on ne travaille qu'en exception. C'est remonter au tier 2 au niveau de plusieurs lignes. Donc vous commencez par la ligne, dans la journée, vous augmentez au niveau de plusieurs lignes, et dans la journée, vous augmentez au niveau de l'unité de production. Après, on commence à regarder le bout en bout. C'est hebdomadaire. Et après, ça remonte à mon niveau une fois par semaine. Donc c'est vraiment le tiering process. C'est animé par les opérateurs avec les chefs d'équipe, les managers, middle management, senior management. On regarde et on travaille sur les exceptions. Et ça, c'est tous les jours. Et on fait ça toute l'année. Et le tiering process, pour faire ça, on a besoin aussi d'engager des compétences. Donc on a quand même 65 personnes qui ont été formées en Lean Practitioner, le basique du Lean. On a 476 Yellow Belt. On a 102 personnes certifiées et on a 180 personnes qui participent à des self-service, à des animations autour du Lean pour développer leurs compétences. Ça, c'est le troisième axe. Le quatrième, qui est très important, tout ça, c'est de la technique, on peut animer. Quatrième point, c'est la culture. Donc la culture, nous, on veut vraiment développer la culture autour de l'innovation et de l'amélioration continue. Et on a donc 3 points que je voudrais partager avec vous. Il y a d'abord, on applique l'innovation sur quoi? Et là, on a 2 dimensions. On a ce qu'on appelle les actions programmées. Actions programmées, vous avez un problème à résoudre, vous allez créer un événement Kaizen, vous allez créer un action workout, vous allez créer un design thinking, bref, vous avez plein d'outils avec un certain nombre de personnes à réunir. Le deuxième, c'est l'action spontanée, c'est des personnes qui sont force de proposition. J'ai une idée, je la propose. Donc là, c'est le champ d'action de notre innovation qui touche donc aussi bien au process d'équipement qu'aux personnes. Pour ça, on a besoin de compétences. C'est l'axe people. L'axe people, c'est comment on développe les personnes qui vont être les animateurs de cette innovation. Donc vous avez une première partie pour tout ce qui est, je dirais, animation spontanée, c'est vraiment le porteur d'idées. Donc on forme les personnes, on leur explique le process. Donc le processus qu'on a est relativement simple. Ça s'appelle idéation, incubation, transformation. Donc on est vraiment, j'ai une idée, je la teste, un peu le Lean Startup. J'en tire des informations, go, no go, je transforme ou pas. Et l'idée, c'est de faire ça en boucle rapide. Vous avez besoin de... Le manager évolue de plus en plus vers le coaching.
Je reprends l'exemple du standard work. Standard work, ça veut dire qu'on suit une séquence. Cette séquence, si elle marche bien, votre performance est atteinte. Si elle ne marche pas, elle n'est pas atteinte. Donc ça, c'est le visual management qui vous le dit. Avant, vous aviez les responsables d'équipe qui venaient sur le terrain, qui disaient ce qu'il fallait faire. Nous, on est en train de transformer ça, c'est que le manager arrive et par le questionnement, donc le manager coach, va questionner l'opérateur pour qu'il trouve lui-même la solution pour qu'il pilote son process. Sur la base du standard work et sur la base des indicateurs qui suivent. Donc on forme nos managers, on a des ambassadeurs, il y a 21 personnes formées ambassadeurs d'innovation, donc formées à la technique idéation, incubation, transformation. Tout mon staff a été formé aussi, moi aussi, puisqu'on anime des sessions comme ça. L'autre point, c'est les leaders, c'est-à-dire qu'on a des gens qui pilotent en transversal, un peu comme des master black belt et les black belt. Sur le côté plutôt animé, là c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez les project leads, les green belt, les leaders de Kaizen. On a des investigateurs. Alors investigateur, c'est quoi? C'est quand on a un problème qualité un peu sérieux, on fait vraiment une investigation très très détaillée, c'est demandé de toute façon par la réglementation. Et là on rentre vraiment dans le NCIS, l'investigation, la recherche de la cause principale pour pouvoir trouver des solutions. Et ça, c'est le deuxième axe. Donc, premier axe, c'était quel champ d'application. Deuxième, quelles compétences. Et troisième, quel environnement. Donc, comme je le disais, on a un outil qui permet de collecter toutes les infos. On appelle ça IDENOV. On rentre toutes les données parce qu'on veut tracer toutes les idées qui sont soumises, qu'elles soient retenues ou pas. Parce qu'on a besoin de communiquer aussi autour de la dynamique de créativité. On a un processus. Alors, c'est un outil assez ludique. Encore une fois, il faut du plaisir autour de l'animation. Et on a des méthodes qui permettent un peu Lean Startup. Et surtout, on est en train de mettre en place des Fab Labs qui permettent, dans les fonctions, de le faire. On a une imprimante 3D qui nous a révolutionné l'approche. On a une imprimante 3D qui nous permet de faire des tests très rapides, de changer des pièces. Et les opérateurs, maintenant, voyant qu'ils peuvent tester rapidement leur idée, ont gagné vraiment en énergie, en autonomie. Ouais, j'ai des idées. Et il y a plein de petites idées qui pop-up, le côté popcorn. Ça chauffe doucement et puis ça commence à remonter assez intensément. Donc le Fab Lab, c'est une réalité aussi, c'est créer un environnement qui permet aux personnes de pratiquer, d'apprendre, de collaborer. Donc voilà le quatrième axe qui est important, c'est la culture. Donc c'est 4 exemples de ce qu'on fait. On est encore loin d'avoir fini. On est encore loin d'avoir dire que ça y est, on est excellent, on peut s'arrêter. En revanche, c'est une vraie dynamique et surtout, ça a besoin d'engager vraiment tout le monde, de l'opérateur jusqu'à l'équipe de leadership. Et ce que je peux faire sur la prochaine planche, c'est de partager un peu quelques leçons qu'on a tirées. Déjà, en termes de résultats, c'est les résultats qu'on a depuis, je dirais, un peu moins de 3 ans. On a amélioré notre bond du premier coup de 6 points. Donc le bond du premier coup, c'est la capacité à faire, je dirais, un produit bon depuis le début jusqu'à la fin, sans aucun défaut et sans aucun problème. Quand vous êtes à 15 boîtes par seconde, que vous regardez, notre capacité, elle a plus de 6 sigma. On a très peu de défauts par million de boîtes. Mais pourtant, on en a. Le but, c'est de les arrêter. Et on les arrête, heureusement. Deuxième point, les événements qualité, justement, on les a réduits de plus de 35%, on est à 37%. Le gaspillage a été réduit de 31%. Donc gaspillage, c'est les pertes matières quand vous fabriquez, c'est des destructions qu'on fait parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer avec ce produit, il n'est pas conforme à ce qu'on attendait. Et puis après, on a une enquête interne de satisfaction employée, on a gagné 29 points sur l'engagement, sur la culture. Donc voilà des exemples concrets de comment on mesure l'impact du déploiement de ces méthodes-là. Et en termes de leçons, parce qu'on en prend tous les jours, ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est la planche suivante. Alors, rien de nouveau, mais déjà, quelques recommandations. C'est toujours dans le Lean ou dans cette approche excellente opérationnelle, c'est vraiment de bien cibler les défis. Il ne faut pas se disperser. Si on court après tout, on perd tout le monde. Deuxième élément, c'est connecter les éléments. Parce qu'effectivement, quelque chose qui peut paraître intéressant à un endroit, non remis dans le contexte avec le client, avec les marchés, avec les personnes, vous allez perdre de l'énergie et des actions. Donc connecter les éléments, la VSM peut aider, il y a plein d'outils comme ça. Les outils, il y en a tellement, c'est utiliser ceux qui vous conviennent. Encore une fois, il n'y a pas de recette à appliquer partout, les recettes ne marchent pas partout. Quel outil répond à votre besoin et pourquoi? Et si c'est le bon outil pour vous, eh ben, c'est le bon outil à utiliser. Autre point important, c'est tester rapidement. Je vous rappelle, le Six Sigma, c'était plutôt le brainstorming. Le Lean, c'est plutôt le try-storming. Le Lean Startup, c'est try-storming fastly, donc vraiment rapidement. Et puis, apprendre des erreurs et des autres. On n'est pas tout seul.
Il y a plein de gens qui font plein de choses ailleurs. Je suis sûr que vous faites beaucoup de choses dans vos entreprises. Il y a plein de choses à apprendre et à comprendre, et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc le travail en network, en dehors de la société, c'est vraiment un accélérateur d'innovation et d'excellence opérationnelle. Ensuite, communiquer les progrès. En France, on a plutôt tendance à focaliser sur ce qui ne marche pas. Il y a plein de choses qui marchent. Communiquer dessus, engager dessus, ça donne de l'énergie, ça donne du peps, et ça donne du courage, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais demain, ça marchera. Et enfin, engager les équipes le plus tôt possible. L'excellence opérationnelle faite dans un comité de direction, dans un bureau, il y a peu de chances que ça réussisse. Si maintenant vous allez chercher les opérateurs qui connaissent ce travail, qui vont faire le travail dès que vous aurez le dos tourné, plutôt vous les engagez, plutôt il y a de chances qu'ils vont vous aider, même vous pousser, et même vous encourager à aller plus loin. Donc voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aidera à réfléchir à votre propre stratégie. En tout cas, nous, on vit une belle expérience. Si vous pouvez juste percer. Une belle expérience quand même qui a commencé en 1935, qui est encore active aujourd'hui, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Et donc voilà ce que je voulais partager. Merci de votre attention. Désolé des petits problèmes techniques. Et merci pour votre aide.